Erika, Fukushima, Sida, Hiroshima, Guernica, Treblinka, Al-Qaïda. Et dans cette maison, comment oublier Katrina, climat. Donc ça fait beaucoup tout ça pour un seul homme et même pour une seule génération. Et encore, j'ai pris que les mots en A. Hein. On comprend donc que cette foi dans le progrès se soit ébréchée au cours du XXe siècle, hein, qu'elle ait pu souffrir, et que nous avons du mal maintenant à croire que tous les lendemains vont chanter. Hein. Et que nous n'associons plus systématiquement la notion d'évolution, la notion de changement à celle de progrès, d'amélioration. Pire encore, l'avenir nous paraît souvent maintenant noir, insaisissable, imperceptible, il ne dépend pas de nous et il est sombre. Nos enfants vivront moins bien que nous, c'est une idée assez générale. Au point que certains ont pu dire, comme à propos de la guerre ou à propos des incendies, que le progrès faisait rage, au sens le progrès nous pilonne de toutes parts. La question demeure cependant, et elle est quand même essentielle. Ça n'est pas du tout ce qu'on perçoit comme impression quand on va se promener à San Francisco, à Shanghai, à Sydney, ou même dans le Midwest américain, où là, il y a une confiance dans l'avenir. Et donc là, il y a une question importante de savoir pourquoi cette Europe de l'Ouest, sans doute, on va y revenir, et pourquoi cette France a si peur de l'avenir. Est-ce que c'est vrai d'abord? Et si c'est vrai, est-ce que c'est spécifique? Car dans le même temps, tout le monde reconnaît les progrès de la médecine, les progrès de l'informatique, des télécoms, d'Internet, ceux des mathématiques, ceux de la justice. Hein. On a quand même moins de probabilité d'être torturé aujourd'hui qu'il y a peu. Les progrès de la télé-réalité. Pourtant, donc, semble-t-il, malgré ces progrès que nous reconnaissons, les peurs progressent. Au point que, par exemple, en France, on essaye de protéger les gens contre tout. On les protège contre l'ignorance, on nous protège contre la maladie, contre la vieillesse, contre le chômage. Et on peut même dire qu'avec le principe de précaution, on nous protège contre le progrès, justement. Encore une spécialité française. Donc cette notion, ce lien entre la peur et les progrès, c'est un très joli sujet. Et il a été, comme je le disais tout à l'heure, il a été très rapidement évoqué par Michel Serres. Et nous avons Naïla Farouki a bien voulu aujourd'hui se joindre à nous pour approfondir ce qui est finalement le cœur de notre sujet. On reviendra plus tard sur le programme de cette année. Mais donc là, il y a une question fondamentale en ouverture, hein, cette peur du progrès, ces progrès de la peur. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos livres. Donc merci d'être venu. Vous êtes philosophe, vous êtes historienne des sciences, historienne des idées, vous êtes conseiller scientifique donc au CEA à Grenoble. C'est ce qu'on appelle le singe, n'est-ce pas? Voilà. Et donc vous êtes là-bas. Nous sommes très heureux que vous ayez trouvé un moment pour venir. Nous savons que vous avez une moitié de votre temps au Liban, une moitié de votre temps dans les réflexions, une moitié de votre temps avec Michel Serres, avec qui vous avez beaucoup travaillé, avec qui vous avez écrit un livre il n'y a pas si longtemps, sans parler de la collection que vous dirigez. Hein. Donc merci à vous et à vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, cher Olivier. Merci à tous d'être là. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. On a parlé de métaphore et on a vu de la métaphore. J'aurais bien aimé voir la totalité du spectacle. Là, des morceaux, ça ne va pas du tout. Mais bon, on en rediscutera par la suite. On a commencé avec la métaphore. Je vais continuer avec le concept. C'est-à-dire que je vais vous emmener dans le champ, non pas des progrès
individuels, locaux dont on a parlé, mais plutôt de la notion, du concept de progrès. De quoi s'agit-il? D'où est-ce que ça vient? Quelle est sa signification? Pourquoi parle-t-on de progrès? Et puis, comme mon intervention va être interrompue par le spectacle une deuxième fois, donc j'ai choisi dans la première partie de parler du concept du progrès et dans la deuxième partie de parler de la peur. Et quand on parlera de la peur, vous verrez, on va entrer en pleine anthropologie, et ça m'intéresse beaucoup justement que vous ayez commencé avec le Minotaure, parce que qui dit mythologie dit aussi anthropologie. On est dans le de l'humain profond, avec la peur, mais aussi avec la danse, avec le corps et avec le Minotaure, bien évidemment. Alors, comme vous voyez, j'ai titré « Progrès, civilisation et histoire » parce que la problématique du progrès est beaucoup plus large que de savoir si la télé-réalité est un progrès ou pas. La notion de progrès, j'ai fait un PowerPoint extrêmement triste, dans lequel il n'y a rien, j'ai juste mis des mots et parfois quand même des choses sur lesquelles vous auriez peut-être envie de revenir, des références que vous voudriez noter. Donc tout cela, je le laisse à mes amis ici, qui peuvent vous les répercuter si vous le souhaitez. Donc la notion de progrès, je recommence à la base. Excusez-moi, mais ça fait un peu redondant, j'imagine que vous savez tous de quoi il s'agit. Progrès signifie aller de l'avant. La première fois qu'on trouve le mot progrès en français, c'est Rabelais, donc ça fait quand même un bail, qui parlait de l'avancée des groupes militaires. Donc les militaires, le bataillon a progressé. Comme vous pouvez dire, nous pouvons dire, j'ai progressé sur le chemin de la randonnée, etc. Bien évidemment, ce progrès qui est uniquement linéaire s'est mis à avoir aussi une connotation d'amélioration, d'évolution, mais vers le meilleur. Sauf que le meilleur en question, ça peut être le meilleur du pire. C'est-à-dire qu'on peut progresser dans son talent de cambrioleur, on peut progresser dans le mal, comme on peut progresser dans le bien. C'est de l'amélioration, mais la connotation éthique qui est derrière n'est pas nécessairement la même. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce dont on parle quand on parle du progrès, y compris du progrès qui fait rage, c'est d'un concept extrêmement particulier dont on dit philosophiquement qu'il est né au XVIIIe siècle. Et je voudrais commencer avec ça. Ensuite, je vais retourner avec vous, si vous voulez bien, chez les Grecs, pas ceux du Minotaure, mais ceux d'une pensée un peu plus rationalisée. Et puis ensuite, on reviendra vers le XVIIIe et on essaiera de comprendre ce qui s'est passé avec la notion de progrès, pourquoi, en partie, elle a été ternie, et pourquoi on y croit un peu moins qu'eux. La première chose qui s'est passée, et qui est essentielle pour comprendre la suite, c'est la révolution scientifique. Donc vous avez Galilée, vous avez Newton, Kepler, Bacon, etc., Descartes. Ils vont changer la vision du monde. Ils vont changer la vision du monde d'une manière absolument radicale. Ça ne se passera pas en un jour, pour eux aussi, bien sûr, mais pour la planète Europe, disons, le XVIIIe siècle en entier continuera à enseigner de la théologie et saint Thomas d'Aquin à la Sorbonne, comme si c'était la seule science, pendant quasiment la totalité du XVIIIe. Donc le changement dans les mentalités, dans les esprits, va être extrêmement lent, mais la cassure dans les esprits de ceux qui l'ont faite, en tous les cas des Galilée, des Newton, etc., elle va être immense, elle va être du jour au lendemain. D'ailleurs, Newton le dit dans les principes mathématiques, il dit « avec ce que je vous raconte, on peut aller sur la Lune. On n'a pas l'énergie pour aller sur la Lune. Si on avait le combustible, on devrait pouvoir aller sur la Lune. » Donc lui-même, déjà, il commençait à envisager ce qui allait se passer par la suite. Mais la secousse de la révolution scientifique n'est pas seulement une secousse scientifique, c'est une secousse qui remet en question les bases de la civilisation occidentale depuis Aristote jusqu'à Galilée, c'est-à-dire qu'il faut compter 2000 ans. Et quand je dis de la civilisation occidentale, j'inclus le monde arabe et musulman aussi, puisque la science arabe et musulmane, donc au Moyen-Âge, a été une science aristotélicienne. Elle a été fondée sur les bases que les Grecs ont données à l'astronomie, à la médecine,
aux sciences du vivant, aux mathématiques, même si elles ont beaucoup avancé, mais les bases étaient restées les mêmes. Donc cette évolution-là, elle va causer quelques tremblements de terre que nous avons oubliés. Un des critères essentiels du progrès humain, c'est qu'il oublie que ça a été un progrès. On oublie, et vous avez très bien fait de le dire, qu'on ne torture pas nécessairement tous les jours dans les prisons alors qu'on brûlait les sorcières. On oublie certaines choses. Et donc nous avons, dans notre civilisation actuelle, contemporaine, oublié ce qu'était la situation il y a à peine 3 siècles. Donc je vais énumérer, en espérant que je ne fais pas de bêtises avec cet objet, les secousses qui ont eu lieu. Comme ça, voilà, ça marche. Donc la révolution scientifique, ce n'est pas la révolution scientifique. Oubliez l'héliocentrisme, oubliez l'atomisme, oubliez les maths. Tout ça, c'est très vrai, c'est l'histoire des sciences banales, tout le monde connaît. La vraie révolution qui a suivi la révolution scientifique, ça a été de secouer les bases du sens commun, d'abord. Où l'on apprend, donc, grâce à Descartes, Newton, etc., qu'il ne suffit pas de regarder les objets et de se dire, voilà, donc ça marche comme ça, pour comprendre comment ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Le sens commun n'est pas bon. Si on gardait le sens commun, la Terre est plate et elle est immobile. Eh bien non, la Terre est ronde et elle tourne. Ce qui est beaucoup plus grave que ronde, puisque ronde, on le savait depuis les présocratiques quand même. Deuxième défaite, celle de l'autorité. Car tout le monde disait pendant très longtemps, si c'est comme ça, c'est parce que Aristote l'a dit. Et si Aristote l'a dit, ça signifie que c'est vrai. Et si saint Thomas a repris ce qu'a dit Aristote, c'est encore plus vrai. Et si la Bible a dit, donc c'est forcément vrai. Donc, la notion d'autorité comme étant la base de la connaissance du réel, elle passe complètement à la trappe. On a le droit de ne pas être d'accord avec ses professeurs. Fut-il Aristote? Troisième question, la défaite de la perception. Ce qu'on voit n'est pas ce que ça en a l'air. Ceci, Descartes l'explique très bien dans le discours de la méthode, lorsqu'il dit « il est bien évident quand vous voyez le soleil, que le soleil ne fait pas la taille d'une pièce d'1 euro. Vous devez utiliser votre réflexion pour évaluer la taille exacte du soleil, mais l'observation à elle seule, elle ne donne pas une connaissance. Ce qu'il faut rajouter à l'observation, c'est la raison. » Donc, le progrès scientifique a amené une utilisation, une revendication de l'usage de la raison. La raison de qui? La raison individuelle, autonome, libre, carrément révolutionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? La Révolution française qui est venue juste après, elle n'était pas un hasard. Okay? Carrément révolutionnaire, c'est-à-dire on n'écoute pas ce qu'on nous dit, on ne croit pas sur parole ce que les autorités nous racontent. Okay? Donc ça, c'est la libération par la révolution scientifique. Il faut dire que la révolution scientifique, en particulier Newton, a causé un tel chambardement dans les esprits que je ne pouvais pas m'empêcher de vous citer ceci parce que c'est très joli, que Alexander Pope en a fait un poème qui dit « La nature et les lois de la nature se cachaient dans la nuit, Dieu a dit que Newton soit, et tout devint lumière. » Donc, Dieu et Newton sont conspirateurs ensemble, co-conspirateurs dans ce bouleversement scientifique. Il est essentiel de comprendre que la raison pour laquelle je vous parle de cette phrase, c'est que la révolution scientifique a été idolâtrée, dans le sens strict du terme. C'est-à-dire qu'elle a été un tel bouleversement, un tel ravissement, un tel changement dans les esprits que les gens se sont dit très sincèrement « on est sorti de l'obscurité, on est sorti de l'obscurantisme, c'est inévitable que le chemin qui est tracé devant nous soit un chemin de progrès, un chemin de lumière, un chemin positif. » Le progrès ne s'est pas arrêté à ce qu'on sait du monde. Le progrès a continué avec, la notion de progrès a continué avec la révolution morale. C'est une phrase extrêmement importante que je vais vous lire donc, tout en vous laissant la lire tout seul, parce que c'est la définition que fait Kant du concept des Lumières. C'est quoi les Lumières? Le mouvement des Lumières est la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable.
Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, et c'est pour ça que j'ai souligné, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Okay ? Ceci est la définition de l'éthique des Lumières, selon Kant, dans le sens où il s'agit de la libération de la puissance de raisonnement et d'évaluation individuelle de chaque individu, qui du coup se retrouve obligé de prendre la responsabilité, de prendre en charge la responsabilité de ce qu'il fait, automatiquement. Éthique et liberté vont ensemble. Liberté ne signifie pas « je fais ce que je veux », ça c'est mai 68 qui a inventé cette chose-là. La liberté signifie « je fais en connaissance de cause et en exerçant pleinement ma responsabilité ». Donc ça, c'était la devise des Lumières. Le livre qui a le plus exprimé cette idolâtrie, cette positivité, si vous voulez, du progrès à cette époque, et qui contient le mot progrès, donc ce n'est pas un hasard, c'est celui de Condorcet. Donc, Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, dit la chose certainement la plus optimiste qui ait jamais été dite dans la civilisation occidentale, qui est l'espèce humaine marche d'un pas ferme et sûr dans la route de la vérité, de la vertu et du bonheur. Il faut comprendre quelque chose quand même. Ces types n'étaient pas des idiots. Donc ça, ce n'est pas dit naïvement. C'est dit avec une raison. Et cette raison, elle est politique. Cette raison est politique parce qu'elle signifie « Eh, bonnes gens, réveillez-vous ». Réveillez-vous par rapport à vos despotes soi-disant éclairés, réveillez-vous par rapport à l'autorité de l'Église qui vous dit ce qu'elle veut et vous obéissez, réveillez-vous, etc., etc. Excusez-moi, et non seulement réveillez-vous, mais réveillons la totalité de l'humanité. Le projet des Lumières est un projet universel. Il n'est pas refermé sur l'Europe, il n'est pas refermé sur une tribu particulière, les bourgeois. C'est une révolution bourgeoise, c'est clair. Mais cette révolution bourgeoise, elle avait la volonté, si vous voulez, de rendre bourgeois tout le monde. Il s'agissait que tout le monde soit capable de devenir des individus capables de réfléchir, autonomes, et de décider par eux-mêmes. Donc de décider par eux-mêmes, par l'éthique, quand il s'agit de décisions morales, de décider par eux-mêmes, par la démocratie, quand il s'agit de décisions politiques, etc. Et ceci était un programme universel. Si vous le prenez sur un plan caricatural, cette phrase-là, elle devient carrément idiote. On se dit, non mais attendez, il rêve. Condorcet, de quoi est-ce qu'il parle? Quand on a vu tout ce qu'on a vu par la suite, il est bien évident que tout cela est complètement faux. Complètement faux, ça signifie que l'idée de progrès, si vous allez très vite, ça signifie que l'idée de progrès est elle-même fausse. Et donc, très vite, il y a eu des critiques de l'idée de progrès. Rousseau déjà lui-même, parce qu'en bon romantique, il rêvait du bon sauvage, si vous voulez, mais aussi Nietzsche. Or, Nietzsche est un des maîtres à penser jusqu'à présent. Et donc, Nietzsche a dit, non, avant ce que Nietzsche a dit, ce progrès que le siècle des Lumières a rêvé était à la fois quantitatif et qualitatif. Il ne s'agit pas seulement de faire du mesurable, si vous voulez. Donc, en fait, je ne fais que récapituler, si vous voulez. Il y a le progrès scientifique qui signifie plus de connaissances, le progrès technique qui signifie plus de confort et moins de contraintes, le progrès moral qui signifie les valeurs, le progrès social qui signifie l'amélioration des conditions de vie de tout le monde, je précise bien, pas seulement de la bourgeoisie, de tout le monde, le progrès économique, plus de richesse, le progrès politique, plus de démocratie. Okay ? Ce programme-là, bien évidemment, c'était un idéal. Je refuse de dire c'est une utopie, parce qu'en général, une utopie, ça veut dire que ça ne se passera jamais. Un idéal, c'est quelque chose vers lequel on tend. Ça signifie qu'on peut y aller, même si on n'y va qu'à un cas, même si on y va avec des régressions, mais l'essentiel, c'est qu'on peut y aller. Donc, cet idéal-là, il a été
déstabilisées par deux choses que les Lumières n'ont pas vues et qu'elles ne pouvaient pas voir tout simplement parce que ça n'existait pas à leur époque, c'était carrément assez anachronique, si vous voulez. Les Lumières n'ont pas vu que le temps du monde fini commençait. Ça, on ne l'a vu qu'avec Paul Valéry en 1931. En d'autres termes, quand Locke dit, par exemple, c'est normal que l'eau soit gratuite puisque l'eau, il y en a à l'infini. Eh bien non, l'eau potable. Ben non, il n'y en a pas à l'infini. La terre, c'est normal que chacun possède sa propriété puisque les ressources en terre sont énormes. Eh bien non, avec 2 ou 3 milliards d'habitants peut-être, mais avec 7 milliards d'habitants et plus, ça devient quelque chose qui n'est pas raisonnable. Or, l'optimisme des progrès, il venait aussi avec un monde dont les ressources semblaient démesurées par rapport à ce que l'humanité, même toute l'humanité de l'époque, pouvait consommer ou pouvait utiliser. La deuxième chose que les Lumières n'ont pas vue, c'est arrivé au XIXe siècle grâce à l'anthropologie, c'est que l'être humain n'est pas naturellement bon. Au XVIIIe siècle, on pensait vraiment, sérieusement, sincèrement, et venant de plusieurs sources diverses, on pensait vraiment que les périodes très très anciennes étaient des périodes où l'être humain vivait simplement, gentiment, pacifiquement. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'on a appris avec les anthropologues que ce n'est pas vraiment le cas et que les êtres humains d'avant, ils pouvaient être cannibales, ils pouvaient dans leur tribu se tuer les uns les autres, ils pouvaient faire de la vendetta, ils faisaient de la guerre en continu. Et donc l'être humain sauvage naturellement bon, ça c'est par contre une belle utopie qui est morte avec la fin du XVIIIe siècle. L'ennui, donc, au XIXe siècle, lorsqu'on a vu se surcharger l'idéal des Lumières comme quoi il est pratiquement impossible, les cyniques sont entrés en jeu. Et le premier des cyniques, qui n'a pas toujours dit des choses sages, qui souvent a dit aussi des bêtises, ça a été Nietzsche. Et Nietzsche dit la chose suivante. L'humanité ne représente pas un développement vers le mieux, vers quelque chose de plus fort, de plus haut, ainsi qu'on le pose aujourd'hui. Le progrès n'est qu'une idée moderne, c'est-à-dire fausse. Si vous regardez toutes les personnes, tous les philosophes, les sociologues, les politologues qui attaquent l'idée du progrès, tôt ou tard, vous allez trouver à la base de la critique la pensée de Nietzsche. D'autant plus que le progrès est une idée moderne. Moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient du XVIIIe siècle. Et donc, n'est-ce pas, dans notre civilisation post-moderne, nous devons dépasser la modernité et donc dépasser la notion de progrès. Ok, mais vers quoi? L'ennui, si vous voulez, avec Nietzsche, c'est qu'il n'a pas lu ses classiques. J'exagère sans doute, mais quand même, s'il avait lu ses classiques, il aurait dû lire Thucydide. Vous connaissez Thucydide? Il faut lire Thucydide. Vous achetez pour les vacances, parce que ça fait 600 pages, mais c'est en livre de poche, un livre qui s'appelle « Les guerres du Péloponnèse ». J'ai aucun droit d'auteur dessus. Ça date du IVe siècle avant Jésus-Christ. OK? Et dans ce livre, Thucydide raconte les guerres du Péloponnèse, c'est-à-dire les guerres qui ont eu lieu entre Sparte et Athènes. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le premier livre grec d'histoire dans lequel les dieux n'interviennent pas. Donc c'est un livre absolument empiriste. Alors Thucydide raconte à sa façon, mais il n'y a pas Athéna et Zeus qui interviennent, il n'y a que des êtres humains qui se battent pour la puissance, pour l'argent, entre guillemets pour la démocratie, mais qui se battent entre eux, et il n'y a pas d'intervention divine du tout. Et dans ce livre, donc, il y a quelques chapitres qui sont d'une classe littéraire, mais absolument supérieure. Et au tout début du livre, donc là on est, je vous mets dans le contexte, on est pratiquement à la fin du siècle de Périclès, où Athènes a eu son heure de gloire. Athènes a eu son heure de gloire parce que Athènes a permis aux Grecs de gagner la guerre contre les Mèdes, contre les Perses,
Et donc Athènes est devenu le héros, le chef de file de toutes les cités-nations grecques. Et Athènes est devenue complètement folle, c'est-à-dire qu'elle est devenue impérialiste et qu'elle s'est dit, si je peux gagner contre les Perses, pourquoi ne pas gagner contre mes voisins? Et donc Athènes s'est mise à envahir les villes voisines en leur disant qu'elle leur apportait la démocratie. Toute ressemblance est absolument une coïncidence. Et donc, l'ennui, c'est que les cités grecques, elles étaient démocratiques. Parce qu'elles étaient toutes démocratiques en même temps. Elles sont devenues toutes démocratiques, à part quelques petits tyrans à droite ou à gauche, comme à Syracuse, etc. Les cités étaient démocratiques. Et donc, il y avait une cité qui était extrêmement puissante, qui s'appelle Sparte, qu'on appelle aussi Lacédémone. Et Sparte ne bougeait pas. Athènes n'osait pas trop l'attaquer, et Sparte ne voulait pas entrer dans la guerre. Et un jour, les Corinthiens, donc les habitants de Corinthe, démocrates, vont arriver chez les Lacédémoniens à Sparte, et ils vont essayer de convaincre les habitants de Sparte en leur disant « Vous êtes notre seul recours contre Athènes », parce que Athènes est en train de dérailler complètement. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que les Corinthiens disent aux Lacédémoniens. Ça vaut son pesant d'or. Lisez attentivement, s'il vous plaît. Donc c'est les Corinthiens qui parlent aux Spartiates. Ils leur disent, vous ne songez pas non plus à quels adversaires vous avez affaire avec les Athéniens. Quelle différence totale avec vous. Eux se montrent audacieux au-delà même de leur force, hardis au-delà de toute attente, pleins d'espoir même dans les dangers. Votre ligne de conduite consiste à faire moins que vous ne pouvez, vous vous défiez même de ce qui est certain, vous vous imaginez que jamais vous ne pourrez vous tirer des situations difficiles. Ils aiment les innovations, sont prompts à concevoir et à réaliser ce qu'ils ont résolu. Vous, si vous vous entendez à sauvegarder ce qui existe, vous manquez d'invention et vous ne faites même pas le nécessaire. Ils agissent et vous temporisez. Ils voyagent à l'étranger et vous êtes les plus casaniers des hommes. Eux, en quittant leur pays, ils pensent tirer quelques profits. Vous, en sortant de chez vous, vous imaginez que vous nuirez à votre situation présente. Bref, en disant que de leur naturel, ils sont aussi incapables de se tenir tranquilles que de laisser les autres tranquilles, on dirait la stricte vérité. Donc vous avez là une description de deux sociétés, l'une agissante, envahissante, inventive, innovante, d'une part, et vous avez une autre société très puissante, très puissante, mais casanière, fermée, orgueilleuse, xénophobe, et qui sont les habitants de Lacédémone. Et donc les Corinthiens vont finir par convaincre Sparte d'aller à la guerre contre Athènes, d'où les guerres du Péloponnèse, et c'est Sparte qui va gagner la guerre. Et puis tout ça va se terminer en rien du tout, puisque Alexandre le Grand va venir les envahir tous, et puis toute la question sera réglée par l'impérialisme d'Alexandre de Macédoine d'abord, puis par celui des Romains ensuite, et puis voilà, on n'en parle plus. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous prenez ce texte, qui pour moi est un chef-d'œuvre de psychologie sociale, et vous l'analysez dans ces différentes étapes, eh bien vous avez la définition d'une société de progrès. Et donc, à contrario, l'autre face de la médaille, vous avez la définition d'une société qui n'est pas de progrès. Donc, comme on va être optimiste, disons ce qu'est la société de progrès. Donc, c'est pratiquement Athènes que je décris. Elle fait une recherche constante du nouveau. Elle a une vision confiante dans le futur. Elle exprime une apologie de l'action, même si l'action est imprudente. Elle accepte la prise de risque. Elle a un esprit pionnier. Elle a un dynamisme que poussent des tas de choses diverses, en bien ou en mal. Hein. Je suis éthiquement neutre ici. Et elle a une curiosité débridée qui lui permet d'aller faire de l'exploration, de la découverte, de l'invention. Il faut que vous sachiez quand même qu'Athènes, au siècle de Périclès, c'était absolument génial. Il y avait la sécurité sociale, on autorisait les métèques, les gens des pays voisins étaient les bienvenus,
On faisait des fêtes dans lesquelles les pauvres étaient invités gratuitement à boire et à manger. Bref, lisez, si vous avez le courage, le très beau livre de François Châtelet qui s'appelle « Le siècle d'Athènes », dans lequel il explique justement ce qu'était Athènes à l'époque de ce malheureux Périclès, qui lui n'a pas réussi à retenir la volonté de puissance d'Athènes quand elle s'est mise à devenir folle et à aller envahir le reste de la planète. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter là pour l'instant. Je recommencerai avec la peur par la suite. Ou bien je prends 2-3 minutes pour introduire ce qui va suivre. J'ai le temps ? Tout le temps, ne me dites pas des choses pareilles, ça peut être très dangereux. Je vais vous raconter une histoire, en fait. Cette histoire, elle m'est arrivée, et je vous la raconte avant donc de passer la parole à mon camarade artiste, et puis ensuite, je reviendrai à partir de ce que je vous ai raconté pour aller donc cette fois vers une réflexion un peu plus anthropologique sur la question de la peur. Mais là, je me contente juste de raconter l'histoire. En 1999, le 11 août, il y a eu une éclipse du Soleil. Vous vous en souvenez? Enfin, les plus vieux. Et quelques mois avant, Paco Rabanne avait publié un livre dans lequel il expliquait que Mir allait nous tomber sur la tête. Il a fait des ravages avec ce bouquin parce qu'il a dit qu'il ne savait pas très bien où ça allait tomber. C'était soit dans le Gers, donc pas très loin d'ici, soit à Paris, et à Vincennes pour être précis, et j'habitais Vincennes à l'époque. Et donc, il s'est passé quelque chose de très bizarre au niveau du boulanger, du boucher, de la crémière, etc. Parce que les gens ne voulaient pas croire Paco Rabanne. Attendez, on ne va pas prendre Paco Rabanne comme source d'une information sur si Mir allait tomber ou pas sur nos têtes. D'autant plus que les astrophysiciens disaient tous « mais non, il n'y a aucun danger, ne vous inquiétez pas », etc. Mais il y avait une petite gêne chez tout le monde, même moi, parce que tout le monde se disait « mais non, bien sûr, on n'y croit pas, mais quand même, le jour de l'éclipse, peut-être qu'on va aller se mettre ailleurs en Normandie ou un peu plus loin, parce que... » Et les gens disaient avec un air extrêmement gêné, « on ne sait jamais ». Et ça, c'était absolument terrible, pour moi qui suis une rationnelle primaire. C'était absolument terrible parce que j'ai vu à quel point le fait d'avoir peur faisait que les gens, leur raison était en quelque sorte bridée par la peur. Pourquoi? Parce que la peur, elle est une invitation à quelque chose dans le futur qui va arriver, et dans le futur, c'est vrai, il peut arriver des catastrophes. Donc, de toutes les façons, peut-être, après tout, que Paco Rabanne pouvait avoir raison, n'est-ce pas? Et j'ai compris ce jour-là quelque chose d'absolument fondamental, qui est que vous avez beau être des gens parfaitement rationnels, méthode analytique, cartésien, capable de calculer 2 plus 2 égale 4, si vous avez peur, toutes les explications qu'on va vous donner seront colorées par la peur, et pas l'inverse. En d'autres termes, l'explication face à l'émotion, c'est l'émotion qui prime, parce que l'émotion est profonde et qu'elle est très violente. Et elle est très désagréable aussi, pour la peur, pour la joie, etc. Ce sont de très belles émotions, mais la peur, c'est une émotion qui est vraiment très, très agrippante, si vous voulez. Elle est dérangeante. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le livre sur les progrès de la peur, parce que je voulais tester auprès d'étudiants qui n'ont strictement rien à voir avec la science, s'ils avaient... Si, quand on leur explique comment fonctionne la sécurité d'un réacteur nucléaire, est-ce que ça les rendait peureux, est-ce que ça les effrayait, ou bien au contraire, est-ce que ça éliminait la peur? Et là, en gros, vous pouvez diviser la salle en deux, c'est très facile. Ceux qui sont conditionnés par la peur, plus vous leur expliquez des mesures de sécurité, plus ils ont peur. Et c'est pour ça que dans les avions, on ne vous raconte pas tout ce qui se passe, parce que sinon... ça devient le délire absolu dans la salle. Par contre, ceux qui venaient à l'explication avec un esprit d'ouverture et sans peur, au contraire, c'était génial.
Si vous savez comment sont protégées nos centrales nucléaires, nos réacteurs, c'est génial. Et vous vous dites, ah oui, si c'est comme ça, bon, bien sûr. Voilà, ça fait 40 ans, 45 ans qu'ils sont là. Il n'y a eu aucun tsunami qui leur a déferlé dessus, on est bien d'accord. Mais, si vous voulez, comme dans les avions, en fait, comme dans la sécurité des avions, les dispositifs de sécurité sont d'une très très grande ingéniosité et d'une très grande solidité. Mais, plus vous expliquez qu'il y a des dispositifs de sécurité à quelqu'un qui a peur, son raisonnement devient « Ah, ils ont besoin de faire ça, donc c'est encore pire que je ne pensais. » Et à ce moment-là, on n'en est pas sorti. Donc, cette peur-là, cette peur qui prend aux tripes, cette peur qui est anthropologique, il y a des gens qui l'entretiennent. Et c'est de cela que je voudrais vous parler dans la session suivante. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut dire les choses un peu comme elles sont, il me semble. Quand on parle de progrès et de la peur du progrès, c'est du progrès technologique qu'on parle, majoritairement. On oublie souvent qu'il y a eu des tas d'autres formes de progrès. La sécurité sociale, c'est un immense progrès. La démocratie est un énorme progrès. Tout cela, nous risquons de les perdre parce que nous sommes en train d'oublier que c'est un progrès. Et quand c'est l'inverse du progrès, ça devient une régression, donc vigilance. Mais, comment dire, les échanges infernaux qui se passent à la bourse ne nous font pas peur, quoique, mais bon, alors que le nucléaire, les OGM, etc., nous terrifie. Donc il y a quelque part une espèce de focalisation, et je parle en particulier de la société française, mais européenne aussi, sur le progrès de la peur en lien avec le progrès des technologies. Et c'est vraiment pas les sciences, parce que la cosmologie ne fait peur à personne. Les mathématiques, alors qu'on pourrait, ne font peur à personne, mais on ne comprend rien, donc ce n'est pas grave. Et en revanche, les progrès de la technologie, on les voit d'une manière prégnante. J'ai tenu à vous montrer ce schéma soi-disant de Schumpeter. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé ici Schumpeter, parce qu'en fait, je l'ai vu à plusieurs reprises dans d'autres circonstances. Effectivement, les progrès industriels, technologiques et industriels, sont venus par vagues. Les vagues ne se sont pas détruites les unes les autres. Les vagues se sont accumulées. En d'autres termes, il a fallu le rail pour le chemin de fer, mais il a fallu ensuite l'électricité pour la locomotive. Ensuite, l'électronique est venue, mais elle n'a pas éliminé l'électricité, elle s'est rajoutée. Le TGV est une belle grosse machine performante, mais qui n'a pas annulé quelque chose pour une autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des annulations au cours de l'histoire du progrès technologique. Bien sûr, la vapeur est passée à la trappe. Bien sûr, et quelque part, heureusement, les chevaux qui transportaient tout le monde sont passés à la trappe. Au début du XXe siècle, à New York, c'était un cauchemar absolu. Les chevaux et la pollution que les chevaux engendraient dans les rues, tout simplement, avec donc tous les problèmes de microbes et d'infections qui pouvaient en être générés. Donc quand la voiture est arrivée, elle a paru comme une libération par rapport au cheval. C'est seulement la voiture, quand elle se met à devenir omniprésente, qu'elle se met à son tour à devenir un véritable problème. Donc, ces vagues-là, elles ont je voudrais leur mettre deux critiques. La première, c'est que comme vous voyez, les progrès de la santé et de la médecine ne sont même pas mentionnés, alors que eux, ce sont des progrès absolument énormes, qui ont eu des conséquences absolument énormes, et j'aurai à y revenir. Et puis, cette idée de considérer qu'il y a une vague numéro 5, alors que la vague numéro 5, en fait, elle n'est que la suite logique de la vague numéro 4, dans laquelle il y a eu le transistor. Okay ? Donc le véritable progrès, il s'est passé dans les années 50-60, quand ils ont eu le prix Nobel, les trois
américains. Et cette invention du transistor, eh bien, elle a entraîné tout ce qui est arrivé par la suite, y compris Internet, y compris l'informatique, Internet et télécom, si vous voulez. Tout cela, ce n'est que la 4e vague, ce qui me permet à ce moment-là de dire que nous vivons toujours sur les avatars de la 4e vague. La 5e vague, je ne sais pas ce qu'elle est, et il est extrêmement difficile de la prophétiser. Donc je ne ferai pas du Paco Rabanne. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Nous verrons. Il faut qu'il y ait une énorme percée technologique, matérielle, qui puisse diffuser dans des tas d'autres endroits pour que le chemin de la vague suivante soit réellement pris. Mais la vague médicale, elle, la vague biologique et médicale, pour être strictement en rapport avec ce qui s'est passé, elle a fait énormément de choses. Et je voudrais vous montrer 2 choses. La première, vous la connaissez tous. Donc, l'espérance de vie en France, la voilà. Vous voyez les paquets où ça a baissé, les différentes guerres. Donc, les guerres napoléennes, les guerres de 1870, etc., etc. Et puis, vous voyez la courbe qui continue ensuite à monter d'une manière extrêmement optimiste. Si vous avez le temps et si vous avez envie, allez sur YouTube. Allez sur YouTube et regardez ceci parce que c'est absolument génial. Ce truc absolument génial, c'est un monsieur qui s'appelle Hans Rosling, qui est un statisticien, je crois, suédois, et qui a fait une animation de ce qu'il appelle les 200 années qui ont changé le monde. Et cette animation, en fait, il a pris les niveaux d'espérance de vie il y a 2 siècles, et il a pris les niveaux d'espérance de vie actuels. Et la raison pour laquelle je vous propose d'aller la regarder sur YouTube, parce que c'est de loin plus rigolo qu'ici, c'est qu'il l'a faite en animé. Donc à mesure que le temps se déroule, vous allez voir comment certains pays... Vous remarquez, alors excusez-moi, l'image est assez un peu floue, n'est-ce pas? Mais bon, en 1800, l'humanité entière, son espérance de vie était regroupée dans le petit carré à gauche en bas. Les gros pays, c'est la Chine. Les petits pays, vous avez ensuite, il va décliner les couleurs. Donc vous avez les Amériques, l'Afrique, l'Asie, etc. Et tout le monde, en 1800, depuis les plus grands de l'Europe, depuis Napoléon Bonaparte jusqu'aux plus miséreux de l'Afrique noire, tout le monde était dans les mêmes conditions d'espérance de vie, grosso modo. On arrivait au maximum à 35-40 ans pour les très civilisés. Okay. Victor Hugo, en mourant à 85 ans, il avait déjà enterré ses enfants. Donc ça, c'était en 1800. Et puis ensuite, il va vous faire remonter la totalité de la pente jusqu'à arriver à 2000. Et ce qui est absolument impressionnant dans cette image, c'est que vous voyez 2 choses. D'abord, tout le monde est monté. L'espérance de vie de l'humanité en entier est passée au-delà, presque au-delà de 45 ans. Les zones de misère noire dans lesquelles l'espérance de vie est encore à 45 ans, vous les voyez. Et puis, il y a des pays, petit à petit, qui ont grimpé jusqu'à arriver à ce à quoi nous sommes en train d'arriver ici en France, au Japon, etc., c'est-à-dire à des espérances de vie qui, chaque année, qui augmentent, je ne sais plus, c'est d'un trimestre chaque année, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ce progrès-là a été à la fois universel et inégalitaire. Et ça, c'est très important. Universel, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu des causes, toutes bêtes. Ça s'appelle les vaccins et ça s'appelle les antibiotiques. Okay? Et à partir du moment où les vaccins ont été généralisés sur la planète, ils ont créé des catastrophes, c'est-à-dire des explosions démographiques dans certains pays, et ils ont créé, par contre, une espérance de vie qui, même dans les pays les plus bas de la planète, sont passés de 25-35 ans à 45-50 ans d'espérance de vie. Donc ça, c'est un premier point. Quand j'ai demandé aux médecins quel est le rôle de la médecine dans tout ça, ils m'ont répondu, vous savez, c'est très peu.
Le rôle de la médecine, c'est maximum 20% dans l'augmentation de l'espérance de vie. La médecine, la chirurgie, lourde, les grosses maladies, les maladies cardiaques, etc., etc. Ce qui est, pour eux, le point principal, ça a été l'hygiène. C'est-à-dire qu'en améliorant l'hygiène, en remplaçant le cheval par la voiture, en évitant que les égouts soient au milieu des rues, en vaccinant, en soignant les dents, tout un tas de facteurs extrêmement simples, parfois pas nécessairement très coûteux, ont permis à l'humanité, chose à laquelle on ne s'attendait pas, on est en train de découvrir là. C'est la première fois depuis que l'humanité existe qu'on est en train d'arriver à une espérance de vie aussi longue. Et donc, tout cela a contribué à faire que l'espérance de vie a grimpé. Un facteur essentiel a été, dans les années 50, donc c'est pas très long, et c'était il n'y a pas très longtemps, en France, la démocratisation du frigo. Les gens mouraient d'alimentation toxique. Les gars de l'INRA vous le diront, dans les années 50-60, chaque année, il y avait des milliers de morts empoisonnés par de la viande qui n'était pas en bon état, etc., etc. Et le frigo est venu régler et les problèmes d'ulcères, parfois, et les problèmes de toxicité alimentaire à d'autres fois. Donc, tout cela est complètement mélangé, les choses avec les autres. Ce n'est pas la médecine, c'est l'hygiène. Ce n'est pas la médecine, c'est l'électricité. Et pourtant, c'est bien sûr aussi la médecine. Mais dans tous les cas, nous sommes en train d'assister à une remontée des espérances de vie qui, lorsqu'elles chutent, en sens inverse, lorsqu'elles chutent, elles montrent qu'il y a une sérieuse souffrance. Il y a 2 grands pays qui sont en train de souffrir d'une baisse de leur espérance de vie. La Russie, en raison de la pauvreté qui revient, et les États-Unis, en raison de l'obésité. Sachant que l'obésité, c'est aussi la pauvreté, n'est-ce pas, bien évidemment. Donc, tout cela est relié. Notre espérance de vie à 90 ans, elle n'est pas garantie. Si nous perdons les privilèges que nous avons d'avoir une alimentation saine, d'avoir des dents saines, d'avoir des vaccins. Et les vaccins, vous savez, sont en train de se perdre. La publicité, là, est en continu sur les vaccins contre la grippe, mais les gens ont peur. Les gens ont peur des vaccins. L'ennui, c'est que le vaccin, c'est la médecine collective, ce n'est pas la médecine individuelle. Et donc, en Californie, actuellement, il y a des régions où il est devenu interdit d'envoyer vos enfants à l'école s'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'ils sont garantis de dispenser de l'infection aux autres petits camarades. Donc tout cela est complètement lié ensemble, et c'est ce qui rend complexe le progrès technologique. C'est ce qui rend impossible de dire, de faire un panaché, de dire je veux tel progrès et je ne veux pas de celui-ci, ça ne marche pas. Vous prenez les 2 ensemble, ou les 3, ou les 4. Vous ne voulez pas de la radioactivité nucléaire, vous n'aurez pas la radioactivité pour guérir, pour soigner le cancer. Vous ne voulez pas l'électricité pour telle chose, vous ne pouvez pas l'avoir pour telle chose et pas pour telle autre. Si vous l'avez, c'est pour la totalité. Et donc, il faut apprendre à gérer ces choses-là parce que, dans un sens, ce sont des choses positives, mais dans un autre sens, elles créent des nuisances. Donc, de toutes les façons, le progrès n'est pas une question d'un optimisme béat, comme le disait ce brave Condorcet, mais plutôt quelque chose qui se gère. Vous remarquerez avec moi que nous allons être un tiers de la population au-delà de l'âge de 65 ans dans quelques années, et donc la vieillesse est quelque chose aussi auquel il faut que l'on fasse attention, parce que c'est un véritable changement de civilisation dans lequel nous allons vivre, en sortant du jeunisme et en arrivant aux valeurs que la vieillesse va nous imposer. Donc tout cela pour vous dire que le progrès est une notion fondamentalement ambivalente, à discuter. Et l'ennui avec une notion à discuter lorsque vous êtes dans une société où il y a plein d'avis différents, eh bien ça va se discuter tout le temps. Il y aura toujours des gens pour ne pas être d'accord, et c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait sain. Donc, première étape, c'est ce que je viens de vous dire. Une option ne vient jamais seule. J'ai d'habitude de dire que je suis prête à lâcher beaucoup de choses dans le progrès technologique, mais pas mon lave-linge. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon lave-linge, je refuse. L'ennui, c'est que mon lave-linge, il a besoin d'électricité.
Il a besoin de l'eau du robinet, donc il a besoin de l'eau qui arrive jusque dans les étages. Il a besoin, etc., etc. Donc, je vais prendre tout ce qui précède le lave-linge pour avoir le lave-linge. Deuxième problème avec le progrès, et celui-ci est souvent contraignant, et ça, je l'ai vu dans votre deuxième schéma, lorsqu'on est pris dans la toile de ce terrible dédale. La toile fait la toile. Les nouvelles technologies, mais aussi les anciennes, parfois, ce ne sont pas elles qui sont responsables, c'est la pression sociale qui est responsable du fait qu'elle vous contraint à adopter l'objet technologique malgré le fait que vous n'en ayez pas envie. Donc ça, c'est quelque chose qui joue. Mais ça joue, c'est la pression sociale qui joue, ce n'est pas l'objet. J'ai mis jusqu'à 2005 à résister au téléphone portable, et puis un jour, ce n'était plus possible, parce que quand vous dites à quelqu'un, on prend rendez-vous quelque part, le quelqu'un vous répond, on arrive dans les parages et on se téléphone à ce moment-là. Et ce n'est plus possible, parce que vous êtes obligé ensuite de courir de cabine en cabine pour attraper la personne en question, ça ne va pas du tout. Donc, le téléphone portable, ce n'est pas lui qui s'est imposé à moi, c'est mes amis et ma famille qui m'ont imposé le téléphone portable. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas imputer la responsabilité de la télé-réalité à la télévision. La télévision est une invention extraordinaire en termes de possibilités, de potentialités, d'éducation, de loisirs, d'intelligence, de réflexion, etc. C'est un outil fabuleux. Mais si ceux qui font la télévision sont ceux qui font la télé-réalité, et si le public regarde la télé-réalité, eh bien ce n'est pas la faute de l'engin qui se trouve dans mon salon. D'ailleurs, vous remarquerez que les jeunes, de moins en moins, ils regardent de moins en moins la télé dans le salon, pardon, ils regardent la télé sur leur ordinateur. Donc vous avez l'impression qu'ils sont en train de faire leurs devoirs, et en réalité, ils regardent en même temps des séries américaines. Donc ça, la pression sociale est absolument essentielle, y compris pour les voitures. Je ne sais pas si vous remarquez dans les publicités, souvent, c'est l'image que la voiture apporte, etc., qui font que l'on va vers un objet technologique en raison de l'impact d'image, de représentation que cet objet peut donner à notre égard. Troisième problème, ça c'est un progrès qui est très énervant, parce que dans le temps, quand on ne savait pas, eh bien on n'avait pas le choix. Quand on ne savait pas si l'enfant qu'on porte est atteint d'une maladie grave ou pas, avant l'échographie, eh bien on n'avait pas le choix, il allait venir. Okay ? Maintenant on sait. Et l'ennui avec le fait qu'on sait, c'est qu'on peut décider. Vous vous souvenez de la phrase de Kant ? Pense par toi-même, décide par toi-même. C'est extrêmement difficile de décider par soi-même, surtout dans des situations tragiques et surtout dans des situations dans lesquelles le choix nous est autorisé alors que le choix lui-même est tragique. Parce que je prends un enfant malade ou je laisse partir l'enfant. Donc de toutes les façons, c'est le mal et le mal, c'est le choix entre le mal et le pire. Donc on est dans des problématiques typiquement problématiques morales, qui sont les problématiques telles que Kant la propose, et les gens ne veulent pas. Je veux dire, nous ne voulons pas avoir à décider. Nous voulons que quelqu'un décide à notre place parce que c'est toujours beaucoup plus facile. C'est pour ça que nous avons passé des milliers d'années sous l'autorité de X et de Y. Donc, la technologie, elle fait deux choses en même temps. Elle vous libère, parce qu'elle vous donne le choix. A priori, vous vous dites c'est bien, mais le choix lui-même, il est lourd. Et donc, elle vous aliène, parce qu'elle vous oblige à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est extrêmement insidieux. Et là, c'est le progrès technologique qui nous fait aller effectivement dans ce genre de direction. Encore un dilemme du progrès, c'est le fait d'avoir oublié comment c'était avant. Nous avons oublié comment c'était au temps de la dictature. Relisez l'histoire de France des années entre 1848 et 1870. Et Dieu sait que ce n'était pas complètement la dictature. Relisez, je ne sais pas moi, retournons un peu vers le passé, regardons comment les choses se passaient et voyons dans quel monde nous vivons par rapport à ce passé-là. Et c'est vrai que nous avons tendance à l'oublier. De la même façon que nous avons tendance à oublier
quand nous appuyons sur le bouton de ma chère machine à laver, quelles sont les choses qui viennent avant et qui font que la machine puisse fonctionner, nous oublions ce qui s'est passé avant et qui a fait que nous sommes arrivés au stade où nous sommes. Tout simplement parce que... et nous sommes effarés lorsque nous voyons des sauvages qui coupent des têtes, etc., etc. Oui, mais attendez, on coupait des têtes sur la place de Grève à Paris, et les gens venaient en tricotant regarder couper les têtes. Et c'était il y a 2 siècles. Okay, donc la sauvagerie humaine, d'une part, elle est universelle, et d'autre part, quand on ne l'a plus, eh bien, on l'oublie. On oublie l'époque où on l'avait et on trouvait que c'était normal. Et puis je prends à la SNCF ce slogan que je trouve admirable. Je n'ai jamais réussi à trouver d'où il venait. Mais c'est un slogan tragique. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est très joli pour la SNCF. Mais quand on est quelque part en Afrique ou en Asie et qu'on sait que le médicament pour le cancer de la maman est absolument au-delà de nos capacités, et par contre on sait qu'il existe et on sait que ça peut être un soin important, eh bien on ne l'a pas. Et ça, c'est absolument tragique parce que ceci va devenir une source de révolte et de révolution sur la planète entière. C'est-à-dire qu'on n'a plus on n'a plus la possibilité de se dire ils, entre guillemets, ne savent pas. Ils savent tout. Les migrants savent tout, par exemple. Depuis que, merci le progrès technologique, il y a eu l'avion, il y a eu la télévision par satellite et il y a eu Internet, l'humanité entière sait tout ce qui se passe partout chez l'humanité entière. Et donc les gens voient et comprennent les décalages civilisationnels, les décalages de richesse et les décalages de potentiel qui existent entre les gens. Et les sentiments d'injustice ne peuvent qu'aller augmentant avec ce genre de choses. C'est d'ailleurs étonnant que cela ne soit pas plus visible actuellement en termes de protestation et de révolte. Donc, le progrès exige une certaine forme de justice, et à partir du moment où on ne l'a pas, le sentiment d'injustice à l'égard de pourquoi eux et pas moi est quelque chose qui se met à devenir assez évident. Voilà. Je voudrais terminer en vous proposant 3 livres qui sont pour moi les 3 livres de l'horreur absolue. Si vous voulez devenir complètement pessimiste et penser qu'il n'y a plus le choix, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien, s'il vous plaît, lisez ces 3 messieurs. Donc, vous voyez, j'ai le mérite d'être objective, je vous signale, je fais de la publicité pour un discours qui est complètement différent du mien. Hans Jonas, comme vous le savez dans le principe de responsabilité, il demande une heuristique de la peur. Heuristique signifie une méthode avec laquelle on arrive à atteindre des positionnements sans connaître réellement le fond de la question. C'est très utilisé en informatique, par exemple, les heuristiques. Son heuristique, elle dit ceci. Remplaçant nos projections d'espérance passée, il n'y a plus d'espérance passée, doit nous indiquer les risques encourus et ce sur quoi nous devons être vigilants. La dimension de ces risques, eu égard à l'insuffisance de notre connaissance prédictive, conduit à une règle pragmatique qui consiste à donner la priorité à une prophétie négative, Paco Rabanne, par-delà une prophétie positive. En d'autres termes, à chaque fois où vous avez devant un objet technique la possibilité de penser le risque plutôt que de penser l'avantage, l'avantage, vous avez intérêt à penser le risque. On n'est pas sorti de l'auberge avec ça parce qu'on ne pense qu'avec des risques. Et du coup, ce n'est pas par hasard que Ulrich Beck ensuite va écrire le livre qui s'appelle « La société du risque », c'est-à-dire la société dans laquelle la crainte du risque est en train de devenir omniprésente. Jean-Pierre Dupuy, ça c'est plus rapide. C'est au caractère inéluctable de la catastrophe et non à sa simple possibilité que nous devons désormais nous confronter. Ça, c'est pire que Paco Rabanne, parce que Paco Rabanne a eu la mauvaise idée de préciser le jour et l'heure. Donc, comme ça ne marchait pas, scientifiquement ça va, ça a été réfuté. Okay ? Ici, il ne nous dit pas laquelle, il ne nous dit pas quand. Il nous dit, attendez-vous à une catastrophe. Okay ?
Ce qui signifie en fait que la porte de la prophétie est complètement ouverte et vous pouvez attendre des catastrophes à l'infini et même interpréter ce que vous voulez comme étant une catastrophe, puisque un grand philosophe l'a dit. Troisième citation, la confusion entre la représentation et la réalité. Dès que les gens ressentent des risques comme réels, ils sont réels. Mais dès que les médias nous disent qu'il y a un risque, nous le représentons comme réel. Et s'il suffit qu'on se le représente comme réel pour qu'il devienne réel, eh bien nous vivons dans la société du risque, tel que Ulrich Beck l'avait dit. Voilà. Donc pour moi, on a là la quintessence de cette espèce de... c'est pas la peur panique, hein, il ne s'agit pas de hurler de peur, mais de cette espèce d'angoisse sourde dans laquelle les médias, les grands penseurs, les philosophes, les sociologues, les politologues, etc., nous positionnent dans cette espèce de frilosité par rapport au risque et par rapport à la crainte, qui amène inévitablement d'ailleurs la crainte du futur. Vous parliez, Monsieur Mock, de rétrécissement, de crainte, de sociétés qui vivent dans la crainte. Eh bien, il y a aussi des gens qui alimentent cette crainte. Et comme je vous l'avais dit avec mon petit exemple des étudiants, si vous avez la crainte, eh bien c'est elle qui va déterminer votre évaluation de la connaissance, de la technologie, de la science, etc. Alors, de quelles peurs avons-nous? Quelles sont les peurs que nous avons? Je pense que c'est ma dernière diapo, donc je vais être très brève. Avons-nous peur du progrès? Avons-nous peur? Ça, je ne donne pas des réponses. C'est à vous de décider pour vous-même. Peur d'une technologie particulière? Peur pour l'environnement? Peur pour les générations futures? Peur du futur? Peur ou méfiance? Peur ou désillusionnement? Parce que tous ces mots ne signifient pas la même chose et ne font pas fonctionner l'être humain de la même façon. Et pourtant, ils sont tous liés à la peur. Donc aussi, la notion de peur, si on veut se calmer et rationaliser, on a intérêt à la prendre dans une démarche analytique et étudier étape par étape de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce qu'on peut se comporter à l'égard de ça. Mais de préférence dans la sérénité, parce que la peur aveugle, la peur sourde, elle amène la haine amène la violence. Et tout ça, ce n'est pas joli. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je ne vous vois plus. Je crois que nous avons de quoi faire. Voilà. Peut-être une première question un peu en marge, pour laisser... La première question est toujours la plus difficile, alors je vais la poser. Vous êtes conseiller auprès du CEA, vous êtes philosophe. Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, c'est une question... je pense que c'est une question tout à fait logique et qui est en lien direct avec ce que vous nous avez expliqué. Oui, je pense qu'on va avoir besoin de plusieurs de cela. Oui, en fait, moi, je suis arrivée au CEA en 2008 parce qu'on était en plein dans les débats nano et que, je ne sais pas si vous avez suivi ça, si vous connaissez cette histoire, surtout qu'à Grenoble, ça a castagné. Hein. Il y a eu des manifestations, et il y a eu des cassages de vitrines, ainsi de suite. Et le CEA et moi avons découvert ensemble que les scientifiques ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passait. Et donc, ils n'ont ni une vision anthropologique de la peur, parce qu'eux, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Hein. La première chose qui explose, c'est un labo, donc ils font attention à ne pas faire exploser leur laboratoire. Et par contre, ils ne comprennent pas pourquoi tant de haine. Et tout ce que j'ai dit donc, depuis Nietzsche jusqu'à présent, tout ça, ils ne le savaient pas. Et donc, ce que je fais avec eux actuellement, c'est les aider à comprendre ce qui se passe dans la société et aider, dans la mesure du possible, la société à comprendre ce que font les scientifiques, qui, contrairement à l'image qu'ils peuvent donner parfois, ne sont pas des apprentis sorciers.
Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas cité, et donc j'en profite, excusez-moi, je retiens le micro 2 secondes. Dans la peur du progrès, il y a beaucoup de futurologie. C'est-à-dire qu'on imagine, on projette dans le futur, il y aura telle chose, il y aura une femme robotisée, et cette femme robotisée, ça va arriver dans 100 ans. Ben non, d'abord, ce n'est pas du tout évident que ça arrive. Donc, avant d'avoir peur de ça, attendons de voir si la possibilité de ça, elle existe réellement. Et c'est vrai que sur ce plan-là, faire rejoindre les scientifiques et le public, ben c'est votre mission, hein, c'est la mission de la culture scientifique. Donc je pense que, de toute façon, moi j'ai toujours fait ça, j'ai fait de la vulgarisation, etc. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'en plus de la philosophie, vous faites de la sociologie, vous faites de la psychologie Non, je fais de la philosophie et j'y tiens. Je ne fais que de la philosophie, mais je fais aussi de la vulgarisation. Je suis prof d'histoire des sciences à l'origine. D'accord. Ma question, mais je veux bien poser ma question maintenant, si vous voulez. Ma question, c'est si on veut lutter contre cette peur ou la comprendre, etc., on ne peut pas prendre non plus la société dans son ensemble. J'imagine qu'il y a différentes strates, il y a différentes coupures, et qu'il faut aller plus loin et essayer de comprendre quels sont ces gens qui ont peur, quels sont ces gens qui ne le sont pas. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de... Voilà. Donc c'est en ce sens-là que je disais que... Une réponse très simple, sachant qu'il faudra que vous me réinvitiez pour 3 heures pour qu'on fasse la totalité du paysage. Je pense que le public sera d'accord. C'est gentil, merci. Non, sérieusement, la réponse simple est la suivante. Le public n'a pas peur de la technologie. Le public aime beaucoup la technologie. Si on lui dit elle est à finalité militaire, il se dit « Ouh là là, méfions-nous ». Si on lui dit c'est à finalité santé, il dit c'est génial, allez-y. Et les nouvelles technologies font tellement pas peur aux gens qu'il suffit d'aller à la FNAC pour s'en apercevoir. Les gens sont là, ils adorent ça. Okay. Donc il y a eu des sondages qui ont été faits sur les nanotechnologies, ça ne fait peur à personne. Sur le rôle des scientifiques et la confiance dans les scientifiques, ils obtiennent 80%, ils sont dans les hautes sphères de la confiance du citoyen. Ceux qui sont tout en bas, c'est les journalistes et les politiques. Okay. Et les syndics de copropriété en général, mais bon. Donc, en haut, au sommet, vous avez les médecins, les infirmières, les pompiers, ce qui est tout à fait normal. Et puis ensuite arrivent les scientifiques, etc. Donc, nous ne sommes pas dans des sociétés anti-sciences, nous ne sommes pas dans des sociétés anti-progrès. En revanche, il existe dans notre société d'énormes mouvements anti-sciences, anti-progrès, qui sont très présents, très prégnants dans les médias, chez les sociologues, et c'est pour ça que j'ai refusé la notion de sociologue, pas chez les psychologues, chez les sociologues majoritairement, chez les politologues beaucoup. Et ce climat de peur, puisque c'est la peur qu'on vend, ben la peur de toutes les façons, on ne peut que l'entendre. Et on va se dire, comme on a dit pour Paco Rabanne, peut-être qu'ils ont raison. D'accord, mais ces marchands de peur s'adressent à un public, et ce public accepte cette peur de manière différenciée, pas tous de la même façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez les anarchistes de Grenoble qui acceptent tellement bien la peur qu'ils vont casser des vitrines. Ce que tout le monde ne fait pas, heureusement. Voyez. Mais il y a un public qui accepte une peur sourde, constante, existante, celui qui dit... Vous savez, les ironies de Bruno Mazur à l'époque, on n'arrête pas le progrès pour dire des choses complètement idiotes, etc. Et puis, il y a des gens qui ne marchent pas. Mais pour ne pas marcher dans la peur, il faut que vous ayez un esprit scientifique et analytique suffisamment puissant pour pouvoir dire « Non, mais attendez, vous racontez n'importe quoi ». Dans les débats sur les nanos, on venait me demander si on allait nous mettre des nanos dans le cerveau, des puces. OK ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Moi, ce que je réponds, c'est que déjà, le corps humain n'arrive pas à supporter le dopage. Donc, une puce, allez voir quelles conséquences ça peut avoir dans le cerveau. Je veux dire, on est dans de la science-fiction que nous prenons pour du futur. Or, le futur, ce n'est pas la science-fiction. Et l'ennui, c'est qu'il faut savoir être suffisamment précis en termes de culture scientifique pour ne pas confondre entre science et science-fiction. Merci. Donc, on a dit beaucoup de mal de Grenoble. Vous avez deux passionnants devant vous et vous avez des micros qui sont prêts à circuler.
Si la peur se vend si bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour l'acheter, et on en fait partie tous à un moment ou à un autre, je pense. Alors, est-ce que cette attirance morbide vers la peur, est-ce qu'elle est intrinsèque à l'homme? Est-ce qu'elle est propre à notre civilisation occidentale, à notre pays? Quelle est cette attirance morbide pour la peur? Est-ce que c'est un réflexe de survie? Que sais-je? Oui, c'est très intéressant comme question parce que l'être humain a toujours vécu dans la peur. On avait peur de tout. On avait peur du volcan qui était un dieu, on avait peur de la comète qui passait, qui était un signe de aller savoir quoi, etc. Les peurs, la peur, elle fait partie de l'être humain. Donc elle est anthropologiquement présente et elle le sera toujours. Nous ne pouvons pas sortir de nos émotions profondes. Okay, c'est-à-dire la peur, la tristesse, la colère, la haine, l'agressivité, tout ça, ce sont des choses qui sont entranchées en nous. Et c'est pour ça que c'était important de démystifier le bon sauvage, parce que le bon sauvage n'existe pas. La situation idyllique et pacifique, c'est une utopie, c'est Thomas More. Ça n'a absolument pas de sens dans le monde réel. Donc cette peur, elle nous fascine, en effet. Et à partir du moment où elle nous fascine, si vous voulez devenir un marchand de la peur, eh bien, vous pouvez très bien. Vous pouvez très bien, par Hollywood, ça marche très bien. Les films, les grands scénarios catastrophes, ça marche très bien. Et il y a une peur. Alors, il y a eu un très grand débat sur cette question entre les psychanalystes à la Freud, qui pensent que lorsque l'on voit des situations très fortes, on défoule ce qui est en soi, et les sociobiologistes qui pensent qu'au contraire, on s'éduque dedans. C'est un débat qui date des années 80-90. Je l'ai enseigné en fac à l'époque. Donc il y avait Wilson, E.O. Wilson d'un côté, et puis il y avait les freudiens de l'autre. Les uns disent, c'est très bien de s'inventer des peurs et des violences, etc., parce que ça défoule. Donc c'est la théorie du défoulement freudienne. Et de l'autre côté, les sociobiologistes qui disent, non, non, attention, parce que l'être humain, il s'éduque sur ces choses-là, et plus vous lui donnez de la violence ou de la peur, plus il devient violent et craintif. Jusqu'à présent, je crois que ce débat n'a pas été réglé. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous prenez un magazine avec un titre sensationnel et un magazine qui vous dit que le TGV est arrivé à l'heure et vous voyez la différence, quoi. Merci. Oui. Vous avez, au cours de cette présentation, une approche que je qualifierais de technicienne. Et Dieu merci, merci tout court. Et ce qui m'a frappé, il y a une phrase qui m'a frappé quand même, et qui me paraît résumer beaucoup de choses, c'est la fatalité versus le choix, qui me semble expliquer finalement beaucoup de choses, parce que l'angoisse métaphysique, la réaction individuelle des gens par rapport à leur propre vie, et la réaction générale, disons, dans la société, etc. Comment vous réagissez? C'est ce que je viens de dire, là. Disons, choix versus fatalité, qui explique beaucoup de choses, les civilisations et tout. On n'aime pas être libre. C'est un sale poids sur les épaules. Et c'est sûrement vrai de manière collective. Hein. Moi, je me rappelle à Météo France, lorsque Météo France a été capable de faire des prévisions de pollution d'un jour à l'autre. Donc, ce qui était catastrophe naturelle, demain il y aura Paris sera noyé sous la pollution atmosphérique, est devenu tout d'un coup prévisible. Et le préfet s'est retrouvé en face d'une transformation. Ce qui était catastrophe naturelle est devenu un choix politique. Et ça a été dramatique. Et il a fallu des mois et des mois pour que collectivement, donc je dis collectivement, c'est pas individuellement, mais les autorités préfectorales acceptent ce changement qui ennuyait tout le monde en fait. Vous n'oubliez pas que vous avez aussi un chorégraphe devant vous qui a à sa façon traité Est-ce qu'on peut dire que vous avez traité un peu le même sujet? C'est pas un sujet qui est traité, hein. C'est des lignes de pensée qui nous traversent, qui ensuite se traduisent sous une forme artistique. Hein. J'avais envie de revenir un tout petit peu sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui n'est pas de l'ordre de la peur, mais qui est de l'ordre de la prise de conscience d'un certain nombre de problématiques. Et l'une en particulier sur lesquelles on travaille beaucoup,
quand je dis on, c'est-à-dire nous, je ne suis pas seul, on est plusieurs à travailler là-dessus, qui est sur une sorte de tentative artistique de mise en éveil des dangers, non pas nourris par la peur, mais par simplement le fait d'aiguiller notre conscience sur les dangers du numérique, comme je disais tout à l'heure, et dans leur propension à amener, à partir d'une tradition très ancienne qui remonte à Platon, que l'on retrouve ensuite dans la Renaissance, dans tous les processus de mise en vision unique qui nous sont amenés par la vision de la Renaissance en particulier, et plus tard dans toutes les visions modernes et maintenant postmodernes, qui nous amènent à envisager comme tout à fait acceptable, avec tous les milliards de likes qu'on peut avoir sous la main, des outils que l'on prend comme acquis, donnés, et dont il nous manque quand même un peu d'esprit de critique et de mise à distance. Voilà, on travaille autour de cette question qui est que le numérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos télévisions portables, que sont les smartphones, qui sont nos objets de communication, sont aussi une phénoménale manière de nous amener à standardiser nos gestes, nos manières de bouger, et de mettre à contribution tout de même d'une industrie très prospère tout ce qui est de l'ordre de la prédiction, de la prévision et du calcul à l'avance de ce que l'on va aimer ou pas aimer, acheter ou pas acheter. Et là, il y a quand même une série de problèmes intéressants que je n'envisage pas du point de vue d'une peur ou d'un rejet généralisé, loin s'en faut. C'est quand même très très utile de pouvoir appeler sa propre mère malade par un téléphone portable quand autrement ça serait impossible, etc. etc. Mais voilà, prendre la distance par rapport à la notion de peur et de voir à quels endroits on peut se poser des questions importantes, comme il y en a plein d'autres, évidemment, sur l'écologie, sur la planète, la nature, la transformation du monde, la manière dont on abîme notre planète, etc. etc. Voilà. Donc c'est à cet endroit de questionnement que se situe ma réflexion par rapport au progrès dans son ensemble, que certes, il faut pouvoir apprécier par rapport à ce qui nous a amené d'amélioration par rapport au monde ancien, mais qui pose aujourd'hui à plein de niveaux des questions assez fondamentales. Je pense que c'est très important ce que vous dites, et c'est très intéressant la manière dont vous le présentez, parce que, en effet, nous nous retrouvons collectivement pris dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de recul et qui parfois nous amuse au départ, avant que nous comprenions, et beaucoup de gens n'auront jamais compris, que nous sommes en train d'être piégés dans un truc qui nous échappe. Et du coup, la prise de conscience est extrêmement importante. Parce que la prise de conscience permet de dire, est-ce que vous croyez vraiment que les 1000 personnes qui vous font des likes sont vraiment des amis ? Quel est le non-sens de cette histoire-là? Et en fait, on est pris dans des engrenages auxquels on n'a pas réfléchi. Et la prise de conscience, elle vient grâce à l'utilisation de la métaphore, mais grâce aussi au questionnement, grâce aussi à cette démarche qui est forcément critique, sans avoir peur, justement. Et c'est là où cette démarche se met à devenir intéressante et constructive, parce qu'elle ne manipule pas, elle alerte, et ce n'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que vous seriez d'accord avec une autre idée que votre voisin vient d'exprimer, hein, qui est celui du fait que ces progrès techniques conduisent à une standardisation des cultures? Parce que là, je crois que c'est un sujet qui est beaucoup plus débattu. Hein. Alors là, je vais entrer dans de l'anthropologie profonde. Dans le temps, les cultures, c'était les tribus. Chaque tribu avait sa culture à elle. Okay, donc les Aztèques, ce n'étaient pas les Mayas ce n'étaient pas les Incas, pour prendre un exemple très lointain. Les cultures définissent des groupes, des collectifs qui sont séparés, qui souvent ne s'adorent pas entre eux et qui se font la guerre, etc. Il est indéniable que les nouvelles technologies ont donné un lustre de culture commune à tout le monde. Grosso modo, on est tous habillés pareil, tout le monde parle le latin de l'époque, comme dirait Michel Serres, l'anglais. Nous utilisons tous Internet avec la culture qui vient avec. Tout le monde regarde le cinéma américain, donc c'est plutôt le cinéma américain qui est omniprésent en termes de culture. Et cette uniformisation, elle existe. Les guerres aussi. Pardon ? Les guerres perdurent. Bien sûr que les guerres perdurent, parce que la haine et la peur perdurent. Donc ceux-là, de toutes les façons, ils sont là. En revanche, la question est,
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de la diversité culturelle avec l'uniformité que ces choses-là nous imposent? Parce que la diversité culturelle, elle est intéressante. On est culturellement différents pour se rencontrer, pas pour s'entretuer. C'est-à-dire que ma capacité de sortir de moi pour rencontrer quelqu'un d'une autre culture est une forme d'apprentissage pour moi et pour l'autre personne. Je peux le rencontrer par la haine et par la guerre, je peux le rencontrer par la diversité culturelle. Vous voyez, il y a les deux il y a les deux démarches dans le même contexte. Et bien évidemment, la solution de facilité est de partir vers le rejet, parce que le rejet est lié à la peur. Okay, alors que l'autre solution, c'est d'aller vers la compréhension. C'est pas du tout... Est-ce que Rabelais n'a pas donné un petit peu une réponse à ce que vous avez donné dans votre exposé en disant science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas à chaque progrès accompagner chaque progrès d'un intérêt accru pour les valeurs, justement? Vous disiez tout à l'heure, je ne fais pas de morale, mais est-ce qu'il ne faut pas accompagner chaque progrès d'une présence aux valeurs et d'une conscience de l'identité, des identités, qu'elles s'appliquent à tel ou tel type de progrès? Vous savez, je travaille avec des scientifiques depuis 30 ans maintenant. Science sans conscience, je ne l'ai jamais vue. C'est Rabelais qui le dit. Donc je lui prends acte. Les scientifiques, en général, sont des gens qui sont pris dans plusieurs engrenages. Il y a un engrenage financier, puisqu'ils doivent ramener des sous. Donc ils ont tendance à promettre plus qu'ils ne peuvent donner, puisque c'est le seul moyen d'obtenir l'argent. Vous savez quoi, ça me dérange beaucoup. Parce qu'on dit science sans conscience et que ruine de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas banquier sans conscience n'est que ruine de l'âme? Parce que si vous voulez focaliser la négation des valeurs dans la science et les scientifiques qui sont... Je sais, ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est Rabelais. Parce que cette phrase-là, en fait, on nous la sort tout le temps. Focaliser la négation des valeurs dans la science, alors que la science elle-même est une valeur en soi, moi, je ne comprends pas. Qu'il y ait des scientifiques qui sont des monstres, c'est exact. Bien sûr, il y en a eu. Okay. Actuellement, la science, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas de scientifique monstre tout seul, ça n'existe pas. Donc ça devient... j'ai l'impression, quelque part, qu'on détourne sur la peur de la science. Là, je fais ma théorie du complot généralisée. On détourne sur la peur de la science, la peur des gens qui devraient avoir peur d'autre chose que la science. C'est-à-dire de ces puissances financières aveugles, c'est-à-dire de cet envahissement de la planète catastrophique, c'est-à-dire de cette concurrence mortelle. Toutes ces choses-là, sans conscience, elles sont en train de très bien se passer autour de nous. Et puis, vous savez, une des raisons, excusez-moi, parce que c'est vraiment pas contre vous que je suis en train de dire ça. La première fois que j'ai compris ça, j'étais invitée à parler d'éthique avec des scientifiques. C'était des gens qui fabriquaient des transistors. Donc, ils étudient le matériau avec lequel ils font leur circuit, machin. Et donc, il s'agissait de leur dire c'est quoi le bien et le mal. Puis je me suis dit, non, mais attends, ça ne va pas. Je veux dire, le bien et le mal, ces gens-là, ils sont absolument innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas eux qui sont en train de démolir la planète. Ce n'est pas eux qui sont en train de devenir des prédateurs. Parlons avec les banquiers, parlons avec les avocats, parlons avec les notaires. Je ne veux incriminer personne dans cette histoire. Mais la morale, soit elle est partagée sur tout le monde, soit elle n'existe pas, quoi. Et donc, l'aspect responsabilité du scientifique, alors que tout le monde se déresponsabilise, je suis assez sceptique. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur la télévision. La télévision elle-même n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est celui qui fait le contenu de la télévision et celui qui la regarde. Okay. Et donc, les likes, ben c'est nous qui sommes responsables. Je veux dire, mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas dire c'est nous qui sommes responsables. C'est la partie la plus difficile de l'histoire, encore une fois.
Merci. Merci. J'ai bien compris que vous n'aimiez pas trop Patrick Lelay. Je suis d'accord aussi. J'aurais voulu revenir, même si le progrès me plaît beaucoup, sur la peur, pour que vous nous expliquiez. Les Français, c'est vrai, ils ont des sentiments mitigés par rapport au nucléaire, parce qu'ils ont vu des accidents ailleurs, et vous avez cité le tsunami qu'on ne peut pas craindre de façon raisonnable en France. Alors, de quoi avait peur M. Juppé cette nuit de 99, quand la tempête empêchant les circulations sur les routes et les hélicoptères de décoller, quand une seule pompe était encore active dans la centrale du Blayais, M. Juppé n'a pas dormi de la nuit et a déclaré des semaines après à un journaliste qu'il n'avait pas dormi parce qu'il hésitait à évacuer Bordeaux. De quoi vraiment avait peur M. Juppé, lui qui quand même, on ne peut pas le taxer d'être irrationnel, et il était bien informé par des gens compétents qui faisaient de leur mieux pour que la centrale ne provoque pas de gros problèmes. Oui, mais attendez, je n'ai pas dit qu'une centrale nucléaire n'était pas dangereuse. Il faut préciser une chose. Plus une technologie est puissante, plus elle est dangereuse. Un point, c'est tout. Ça, c'est par définition. Okay, donc les avions sont dangereux, les centrales sont dangereuses, les voitures sont très dangereuses, mais vous les prenez tous les jours sans même y réfléchir. La technologie dangereuse est dangereuse. Le couteau est dangereux. Okay. Il faut se rappeler aussi d'un autre truc, parce que ça m'a beaucoup frappé quand quelqu'un me l'a dit. Le dernier génocide du XXe siècle, il s'est fait à coups de machette. En d'autres termes, on n'a vraiment pas besoin de technologie pour s'entretuer. On est très bon, on est très doué pour ça, à coup de machette. Okay. Donc, je comprends que la centrale pouvait courir un risque. Toutes les centrales nucléaires peuvent courir un risque. De même que tous les avions peuvent se cracher, etc. etc. C'est évident. Je ne suis pas en train de polémiquer là-dessus. Ce que je dis, et d'ailleurs c'est assez rigolo d'aller le visiter, les gens qui vivent à côté des centrales nucléaires, j'habite du côté de la Loire, donc j'en ai un paquet sur la Loire, depuis 40 ans qu'ils sont là et qu'ils sont là, eh bien voilà, ils se sont habitués et vivent à côté. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème est... J'aimerais qu'un jour EDF nous fasse ce coup. Je dis vous savez pourquoi? Parce que je viens de Beyrouth. À Beyrouth, il y a 4 heures d'électricité par jour. Okay. Je voudrais qu'un jour EDF nous fasse ce coup de dire grève de l'électricité pendant une semaine. Et voyez comment nous allons vivre. Parce que nous avons oublié ce que ça signifie de vivre sans électricité. Et c'est pour ça que j'applaudis Borloo ces jours-ci, parce que c'est génial ce qu'il fait, s'il réussit à le faire, d'électrifier l'Afrique. Parce que le seul outil de développement réel qui existe, c'est l'électricité. Et pour l'électricité, il faut de l'énergie. Alors qu'elle soit éolienne, solaire, nucléaire, ce que vous voulez, toutes les énergies sont bonnes à prendre, parce qu'on n'a pas parlé de développement. Mais le développement, jusqu'à présent, il a encore beaucoup, beaucoup de chemin devant lui. Est-ce que vous seriez d'accord pour rajouter à l'électricité l'éducation? Y compris l'éducation à l'électricité, on est d'accord. Oui. Bonjour. Moi, je voulais redorer peut-être un peu le blason de Rousseau, parce qu'il n'était pas forcément progressiste, comme on va dire, pendant les Lumières. Et en fait, c'était plus, enfin pour lui, il me semble, un problème du passage de la fatalité au choix. Et donc, quand on découvre une nouvelle technologie, on découvre une nouvelle peur, et donc on a cette peur-là. Qu'est-ce qu'on peut penser, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait les tests ADN qui étaient distribués, qui vont permettre du coup de savoir si on a une maladie dans le sang, si on peut la donner à notre fils. Voilà. Donc que penser de ça? Et après, Rousseau, il avait aussi quand même une philosophie, une religion de l'ouverture en fait. Donc dans son livre Le contrat social, il disait que la religion ne pouvait pas être une religion d'État parce qu'il lui manquait cette ouverture-là. Mais il prenait une religion d'ouverture, une religion sociale, qui est reprise après par Henri Bergson dans son livre La dualité entre la morale et la religion, que j'invite à lire parce que du coup ça pousse vraiment à cette ouverture vis-à-vis de tout le monde. Voilà.
Et de manière générale, pour revenir sur votre exemple avec Paco Rabanne, je me pose la question si des fois on ne se pose pas la mauvaise question qu'il a été, au final, que tu restes là ou que tu partes, que tu fuis cette peur, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre avec le sourire et essayer de profiter de la vie, et d'être positif et de montrer cette positivité. Le problème de la peur, au final, c'est pas forcément celui-là qu'il faut se poser. Dans ce cas-là. Donc voilà, je voulais dire. Je vous demandais des ça. Commentaires, vous n'avez pas de questions. Ce que je voulais vous dire, mon but n'était pas de taper sur Rousseau systématiquement non plus. Rousseau a vraiment mis en valeur l'histoire du bon sauvage, mais elle existait déjà beaucoup pendant le XVIIIe siècle. Vous avez parlé de Jonas, de Beck et de Dupuy. Vous n'avez pas mentionné le principe de précaution. J'aurais pu. Oui. Mais vous vouliez une liste encore plus longue de... Non, mais j'aimerais bien que vous disiez, si vous êtes prête à nous dire quelques mots sur votre vue du principe de précaution, qui est quand même une décision collective étonnante. Le principe de précaution a été mis dans la Constitution par Jacques Chirac. Dans une problématique un peu démagogique, il faut dire. Ce qui est terrible avec le principe de précaution, c'est pas ça, c'est le fait que son expression en tant que telle, elle permet des interprétations extrêmement diverses que les auteurs du principe n'ont pas nécessairement tous imaginées. Ils n'ont pas nécessairement imaginé. C'est-à-dire que si vous prenez, j'ai oublié son nom, le monsieur qui a écrit l'État-providence, il n'y a pas que vous qui oubliez, hein, mais bon, tant pis, ça reviendra. Ou bien si vous avez Internet, vous pouvez me le trouver. Non, un monsieur existant actuellement, un Français. Il a fait partie des rédacteurs du texte du principe de précaution. Et si vous allez lire sur Internet ce qu'il dit ensuite, il dit « Oups ». Je n'ai jamais pensé que ça pouvait aboutir à ça. Parce qu'au nom du principe de précaution, par rapport, par exemple, à des problèmes sociaux, on interdit une technologie juste parce que les gens vont causer des troubles. Or, ce n'était pas ça le but. Oui, mais cela dit, il y a eu des débats sans fin pour savoir si Staline était dépendant automatiquement de Lénine ou pas. Les uns disaient... ça aurait pu ne pas se produire. Je veux dire par là que quand on dit le principe de précaution aurait pu être interprété de manière pure, mais il a été dévoyé, la question c'est plutôt, c'était sans doute inévitable. Qu'il soit dévoyé. Oui. Oui, mais ils ne l'ont pas pensé. Très sincèrement, je pense qu'en tous les cas, le monsieur dont je parle, et dont j'ai oublié le nom... Jacques Chirac. Non, Jacques Chirac, c'est de la politique, ça. François Ewald, donc, est un monsieur des assurances. C'est un élève de Foucault. C'est quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il n'est pas dans l'esprit de l'époque. Okay ? Et il a une logique assurantielle. Et c'est sur ça qu'il est parti en écrivant le principe de précaution. Et effectivement, allez chercher les discours de François Ewald post-principe de précaution et vous verrez qu'il dit c'est un principe qui est parti en roue libre. On n'a pas pensé... voilà. Mais on peut faire des erreurs. L'essentiel, c'est de pouvoir être au pédalier aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas le principe de précaution de la Constitution ? Plus personne n'ose. Mais on retombe sur la décision politique. Merci. Merci. Alors, je pense qu'il y a un progrès, enfin au moins un, dont on ne devrait pas avoir peur, c'est le progrès de la médecine que vous avez évoqué. Et pourtant, on assiste de plus en plus à des discussions, des gens qui disent mais tous ces progrès de la médecine et de la recherche médicale, effectivement, contribuent à allonger la durée de vie et contribuent donc à nous maintenir en vie de plus en plus vieux. Donc, quand est-ce qu'on va mourir ? Comment va-t-on mourir ? D'autant que ces progrès, en même temps, emmènent des progrès scientifiques, puisqu'on maintenant on remplace des organes, les cellules souches, etc. Alors, quel est l'avis du philosophe par rapport à ça ? Deuxième principe de la thermodynamique. Carnot a dit, on va tous mourir. Donc, de toutes les façons, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, vivre plus longtemps, si on est heureux de vivre plus longtemps, pourquoi pas ?
Ça dépend dans quel état on est. Non, ce qui est très amusant avec la question de l'espérance de vie, enfin amusant, sérieux pour moi si vous voulez, intéressant, c'est le changement de modèle de société que cela va nous imposer. Parce que nous, les personnes âgées, nous ne sommes pas encore majoritaires. Et donc, les gens vivent dans un esprit de gens jeunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, si vous voulez traverser un boulevard au feu vert pour les piétons, eh bien, il va passer au rouge avant que vous n'ayez fini, parce que vous marchez plus lentement que les gamins qui sont à côté de vous. Donc tout cela, ça va obligatoirement changer. Il y a un changement de culture humaine qui va se passer inévitablement avec le vieillissement. Et ça va être très intéressant à voir. Donc nous, les baby boomers, soyons fiers de nous. C'est nous qui allons faire la deuxième révolution après la première. Avant le transhumanisme, oui. Oui. Bien, ben écoutez, oui, pardon. Merci. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre conférence. Vous venez de dire un mot que je n'avais pas entendu durant la conférence, c'est le mot changement. Et je me dis que la peur du progrès, finalement, c'est la peur du changement. Je pense que l'humain, fondamentalement, a peur du changement. Et ce qui m'interpelle, c'est que pourquoi est-ce qu'à l'heure où on a tellement d'outils de communication, on n'essaye pas d'utiliser ces outils pour être beaucoup plus pédagogique lorsqu'un progrès a lieu, lorsque ce progrès va être bénéfique pour l'humanité, d'expliquer en quoi ce changement ne doit pas générer de la peur, ou est-ce qu'on est aussi dans des intérêts financiers qui font que, parfois, il ne faut pas tout dévoiler, et que la peur va peut-être être condamnée à cohabiter avec le progrès. Il y a quelques minutes, on avait dit qu'on avait peur de la liberté et du choix. Vous savez quoi? On n'a pas envie de savoir. Parce que tout existe. Vous voulez savoir quels sont les systèmes de sécurité d'une centrale nucléaire? Vous les avez sur Internet. L'association de sécurité, là, le grand machin du nucléaire de France, il vous met tout sur Internet. Tous les problèmes qui existent dans une centrale, et je ne suis pas en train de défendre le nucléaire, mais il se trouve que c'est l'exemple qui est sorti. Dans l'écrasante majorité des cas, nous vivons, grâce à Internet, ça c'est l'aspect positif de cette monstrueuse toile qui nous dévore, vous avez tout à votre disposition sur Internet. Pendant un certain temps, je publiais des livres de vulgarisation scientifique. Et puis Internet est arrivé. Et je me suis dit, non mais attends, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je publie des livres? Je veux savoir ce qu'est la théorie des cordes. Google est là et j'ai la théorie des cordes. Et pas dans une seule explication, dans 15 explications à des niveaux différents. Donc, celui qui cherche le savoir le trouve. Il le trouve auprès des spécialistes, il le trouve auprès des professionnels de la culture, il le trouve sur Internet, il le trouve. La question est, est-ce que j'ai envie de le chercher? Et de me casser la tête pour le comprendre, parce que ce n'est pas toujours facile. Et je crois que nous vivons dans une sorte d'indifférence au savoir, à laquelle se rajoute cette petite crainte un peu lancinante, qui est tout le temps là, et qui dit le progrès fait peur. Quelque chose comme ça, une situation de malaise, plus qu'une situation de véritable ou révolte ou enthousiasme. Vous avez rappelé la différence entre les sociétés de Sparte et d'Athènes, en faisant un parallèle implicite avec ce qui se passait actuellement. Cette existence simultanée de deux types de cités ou de civilisations vous paraît continue? Est-ce que entre les deux, vous pourriez classer les nations de part ou d'autre? Je pense certainement que c'est devenu beaucoup plus compliqué et moins caricatural. Par contre, de ma connaissance de l'histoire des civilisations, les civilisations meurent. Et elles meurent par frilosité. La civilisation de Rome est morte dans des orgies, parce qu'ils ne voulaient plus rien faire. Donc ils se sont laissés envahir. La civilisation musulmane est morte noyée dans le mysticisme, parce que là aussi, elle n'avait plus envie d'avancer. Et donc, elle voulait sauver son âme, et puis elle oubliait les choses terrestres. La Chine est morte le jour où les empereurs chinois ont décidé que non, on n'avance pas, un point c'est tout, on arrête, on construit un mur et on se cale à l'intérieur. Les civilisations meurent.
Et il nous appartient de décider ce que nous voulons faire de la nôtre. Je veux dire, est-ce que nous sommes dans le chemin vers la mort ou, au contraire, je n'en sais rien. Là, je refuse de prophétiser, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est une conclusion enthousiasmante. Alors, si nous n'avons plus de questions, donc je voudrais vous remercier. Je voudrais chaleureusement surtout remercier notre orateur et notre artiste. Merci. Vous rappelez que donc il s'agissait d'une sorte d'introduction au thème que nous allons traiter durant toute l'année. Nous avons des sujets magnifiques. Je vais vous les lister pour que vous voyez un peu la variété des thèmes que nous allons aborder. En décembre, nous parlerons des robots et de leurs impacts possibles de manière réaliste, justement. Le thème choisi, c'est Retour vers le réel. En janvier, nous parlerons des progrès de la démocratie ou des démocraties. Y a-t-il plus de démocratie dans le monde et y a-t-il plus de démocratie dans chacun des pays? En février, notre rectrice parlera de l'existence ou non d'un progrès en matière de pédagogie. C'est un sujet aussi assez intéressant. En mars, nous parlerons de l'évolution du métier d'agriculteur. Je ne parle pas des progrès de l'agronomie, je parle des changements du travail de l'agriculteur. Axel Kahn viendra parler du progrès de manière un peu plus générale en avril. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'en mai, nous allons parler de la santé publique, justement pas de la médecine, mais de la santé publique, qui est beaucoup plus que la médecine. Et en juin, Nicole Belloubet, qui est membre du Conseil constitutionnel, nous parlera des progrès de la justice. Je crois que c'est un joli sujet. J'ai gardé le meilleur pour le début, si j'ose dire, en vous rappelant donc le 12 novembre, ici même, donc dans 3 semaines, à 20h15, nous aurons un sujet qui vous est évoqué là-dessus. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que l'homme change le climat. Très bien, il le fait de manière inadvertante. Il le fait malgré lui, il change le climat, il est à l'échelle de la planète pour le faire maintenant. La question posée par cette conférence est un peu provocatrice, c'est est-ce qu'on peut bricoler la planète? Est-ce qu'on peut réparer le climat en faisant quelque chose? Est-ce qu'il faut ensemencer les nuages? Est-ce qu'il faut mettre du noir de carbone partout? Est-ce qu'il faut... C'est une question intéressante. Vous avez un certain nombre de... Alors, vous avez dit que les scientifiques n'étaient pas fous, il y en a quelques-uns. Qui vous parle de géo-ingénierie et de reconstruction, etc. Un joli sujet par Jean-Claude André, qui est à l'Académie des sciences, qui est à la Société Météo et Climat et qui est parfaitement connu dans cette maison, puisqu'il a été directeur de la recherche à Météo France et qu'il a été directeur du CERFAX, qui est également à quelques mètres d'ici. Donc rendez-vous le 12 novembre et merci encore à nos intervenants.